Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie d'être là. Il y a quelques semaines seulement, Avatar la voix de l'eau est sorti au cinéma, j'en ai même profité pour vous faire un vlog. Pour voir le deuxième opus dans les meilleures conditions, il fallait avoir vu le premier film, celui dont on va parler dans cette vidéo. Je me suis fortement intéressé au premier opus et c'est pour ça que je vous partage aujourd'hui 5 fun facts sur Avatar. Tout d'abord, si vous pensiez que l'idée des navis venait du grand esprit de James Cameron, vous faites erreur, car l'idée vient à la base d'un rêve à la mère de James Cameron. Elle lui a un jour raconté qu'elle a rêvé d'une femme bleue géante, et là, c'est la révélation. Il s'est donc inspiré du rêve de sa mère pour nous créer le peuple indigène de la planète Pandora. À cela, il a emprunté le terme avatar à l'hindouisme qui représente ces divinités à la peau bleue pour désigner la manifestation corporelle d'un être divin. Ensuite, la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que les navis sont des mammifères placentaires? Et vous vous demandez probablement pourquoi je me pose ce genre de questions. Eh bien tout simplement car dans une interview accordée à Playboy Magazine, James Cameron a déclaré que pour lui le personnage de Neytiri devait avoir des seins afin d'avoir un certain sex appeal auprès du public, malgré que la race des navis ne soient pas des mammifères placentaires selon lui. Sauf que c'est contradictoire, car lorsqu'on regarde Avatar la voix de l'eau, et relax, ce n'est pas un spoiler, on peut clairement voir que certaines navis ont des ventres de femmes enceintes, donc la notion de savoir si les navis sont des mammifères ou non reste assez floue, dans le sens où James Cameron n'a pas donné de réponse claire et précise sur le sujet. Peut-être qu'il s'est rendu compte de sa bêtise, et qu'en qualifiant ces aliens bleus de mammifères placentaires, il se faciliterait la tâche et éviterait les incohérences. Pour revenir au sein de Neytiri, ok, je vous l'accorde, sorti hors contexte, ça fait bizarre. Afin de ne pas tomber dans la catégorie de films interdits aux moins de 18 ans, ils ont stratégiquement éclairé et orienté les plans afin de ne pas attirer l'attention sur ses seins. Ils ont utilisé une simulation basée sur les lois de la physique qui tient compte de la gravité, du mouvement de l'air, de l'élan de ses cheveux et de son haut afin de toujours cacher ses tétons. Maintenant remontons dans le temps. Nous voilà en 2005 à l'université de la Californie du Sud et voici Paul Frommer. J'espère ne pas écorcher son nom, mais ça ressemble vachement à un fromage. Et Dieu sait que j'adore le fromage! Titulaire d'un doctorat en linguistique qui a un jour reçu l'appel de la société de production de James Cameron, qui lui propose de travailler sur son prochain gros film et qui a besoin de lui pour créer une nouvelle langue, qui à la fois ne devait ressembler à aucune autre langue déjà existante, qui soit facilement prononçable pour les acteurs et qui soit agréable à entendre pour les spectateurs. Malgré toutes ces exigences, Paul Frommer a sauté sur l'occasion et a été engagé. Lors de la sortie du film en 2009, le vocabulaire navi comptabilisait environ 1000 mots. Sauf que depuis, Paul Frommer a continué à développer et enrichir la langue extraterrestre. Mais pas tout seul, il a travaillé main dans la main avec une communauté de fans passionnés et le vocabulaire compte à ce jour plus de 2700 mots. Et si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la langue, j'ai mis le lien dans la description. Pour rentrer un peu plus dans les détails de la langue, le Navi a débuté sur une base de 30 à 40 mots que James Cameron avait écrit pour le nom des différents lieux et personnages. Avec cette base, Paul Frommer a pu concevoir la phonologie et la phonétique de la langue. Suite à cela, il s'est attaqué à la structure des mots, à la syntaxe et puis au lexique. Il lui a fallu environ 6 mois pour créer les premières bases de la langue. Pour les plus curieux d'entre vous, dites-vous que le Navi a évidemment des bases et des influences de langues terrestres telles que l'hébreu, le malais, le persan ou encore le maori et d'autres langues polynésiennes. Pour parler 2 petites secondes de la musique du film, c'est James Horner le compositeur de la bande originale. Et pour vous donner un ordre d'idée sur la personne, il a également composé la bande originale de Titanic, Alien le Retour, The Amazing Spider-Man, parmi tant d'autres films. D'ailleurs, dites-vous qu'en 1998, James Horner a même gagné 2 Oscars et 2 Golden Globes pour la musique de Titanic. Donc ce monsieur, c'était pas n'importe qui. Mais même si James Horner avait l'habitude de travailler avec James Cameron, il a avoué que composer la bande originale de Avatar était selon lui le projet le plus ambitieux et difficile de sa carrière. Apparemment, il aurait travaillé sur la musique d'Avatar tous les jours, de 4h du matin à 10h du soir pendant 1 an et demi. Mais afin de ne pas perdre la tête et finir tout bleu comme les navis de Pandora, il a pu travailler sur la musique d'Avatar avec plusieurs personnes. Les voici. Et pour parler chiffres, l'album traditionnel contient 14 titres et dure 1h18 minutes, tandis que la version de luxe contient 20 titres et dure 1h38 minutes. Et voici rien que pour vous un petit aperçu de tous les instruments qui ont été utilisés pour créer cet album. Si vous pensez que le film Avatar était chargé d'effets spéciaux, eh bien vous avez raison, car les effets spéciaux CGI représentent 60% du film. Ça fait beaucoup là, non ? Au cinéma, une seconde est composée de 24 images. Et lorsqu'on sait que Avatar est chargé d'effets spéciaux et que certaines images prenaient jusqu'à 47 heures avant d'avoir un rendu, c'est juste monstrueux. Donc un immense respect à tous ces artistes CGI qui ont travaillé si dur et avec tant de patience sur ce film. En 1994, un an avant que commence la production pour Titanic, James Cameron écrit en seulement 2 semaines un synopsis de 80 pages pour Avatar.
Il s'était donné comme délai qu'il devait s'y mettre une fois qu'il aurait fini son travail sur Titanic. Le film était donc censé sortir au cinéma en 1999 d'après lui, mais comme vous le savez très bien, Avatar est sorti en 2009. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement car James Cameron estimait que la technologie des effets spéciaux de l'époque n'était pas à la hauteur de sa vision du film. Et c'est seulement en 2005 que commencera le projet Avatar et durera 4 ans avant de voir le jour au cinéma en 2009. Cependant, j'ai quand même oublié de vous préciser quelque chose. Est-ce que vous savez quel a été l'élément déclencheur pour que James Cameron s'attaque enfin à Avatar? Eh bien, c'est ce bonhomme. Nobody likes you. Not listening. Lorsque James Cameron a vu le film Le Seigneur des Anneaux les 2 tours en 2002, c'est le déclic. James Cameron voulait créer des personnages CGI photoréalistes qui évoluent au sein d'un monde photoréaliste. Et c'est lorsqu'il a vu Gollum qu'il s'était dit « Ok, là, c'est bon, je peux enfin m'y mettre ». James Cameron a tellement été impressionné par les effets spéciaux de Gollum qu'il a décidé de travailler avec la même société d'effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Donc Avatar et le Seigneur des Anneaux sont tous deux passés par la même société d'effets spéciaux. Mais dites-vous qu'il y a quand même une certaine différence entre les deux films. Et cette différence se joue sur la précision, l'exactitude. Je m'explique. Lors de la post-production du Seigneur des Anneaux, Weta Digital a utilisé la technologie de Performance Capture, ou de la capture de jeu en français. En bref, ils utilisent la performance de l'acteur comme base pour recréer ses expressions sur un modèle 3D. Ici, Gollum. Et même si pour le film Avatar, ils sont passés par le même procédé, le travail était plus précis. Car au lieu de devoir recréer les nombreuses expressions des différents acteurs et actrices sur un modèle 3D, ici, ils ont décidé de peindre des points verts sur leur visage et d'enregistrer à l'aide de petites caméras attachées à leur tête toute la complexité des mouvements du visage, des émotions et des expressions humaines, afin que les artistes CGI puissent rattacher tout ça à l'homologue Navi des acteurs et actrices. Et cette technologie-là s'appelle la motion capture ou la capture de mouvement en français. Afin que les différents acteurs et actrices puissent se préparer comme il se doit à leur rôle, James Cameron les a emmenés, eux et d'autres membres de l'équipe, à Hawaï. Il s'était dit que puisqu'il n'y aurait pas de véritable jungle pendant le tournage, cela pourrait aiguiller les acteurs et actrices sur comment ça serait de vivre dans une jungle de Pandora. Le voyage était donc comme une sorte d'inauguration à l'univers de James Cameron. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qu'il faisait là-bas. Il faisait des randonnées dans les forêts, dans les jungles, mangeait du poisson, faisait des feux de camp, etc. Cependant, la colonie de vacances immersive Navi de James Cameron ne se déroulait que durant la journée. Car le soir, toute l'équipe dormait à l'hôtel. C'est Koh-Lanta, mais pas trop quand même. Ensuite, saviez-vous que James Cameron était végétalien? Et étant le réalisateur du film Avatar, un film qui parle de l'importance de protéger notre planète de la cupidité de l'homme et du capitalisme, cela serait hypocrite de sa part que le plateau de tournage ou la régie soit rempli de produits d'animaux. C'est pourquoi il a imposé un menu à base de plantes pour tous les acteurs et l'équipe technique. Et cela semble logique, car comme on dit, il faut pratiquer ce que l'on prêche. Par contre, sachez que vous avez tout faux si vous pensiez que James Cameron n'était que peace and love. Sur le plateau de tournage de Avatar, et spécifiquement celui d'Avatar, si durant l'enregistrement d'une scène ton téléphone avait le malheur de sonner, ton téléphone se retrouverait cloué à l'aide d'un pistolet à clous au-dessus du panneau de sortie du plateau. Et ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que James Cameron a déclaré que lorsque cela arrivait, il n'était même pas énervé. Il prend juste ton téléphone et il le fait dans le plus grand des calmes. Et paf! Rien à foutre le mec. C'était juste devenu une règle du plateau de tournage. D'ailleurs j'y pense, je vais le ranger celui-là avant que James Cameron ne débarque. Alors concernant le casting de Sam Worthington en Jake Sully, l'histoire est folle, je vous raconte tout ça. Déjà, à la base des bases, James Cameron voulait que ça soit Matt Damon qui incarne Jake Sully. Mais pour une raison de conflit horaire de post-production avec le film Jason Bourne La Vengeance dans la peau, il décida de refuser l'opportunité contre sa volonté vu qu'il avait des obligations à remplir. Lorsque James Cameron a appelé Matt Damon pour lui proposer le rôle de Jake Sully, il lui a clairement dit que ce film n'avait pas besoin de lui. Le film n'a pas besoin d'une grande star de cinéma. Cependant, s'il accepte, il aurait droit à 10% des recettes générées au box-office. Et pour rappel, Avatar a généré 2,9 milliards de dollars au box-office. Donc si on fait le calcul, 10% de cette somme, cela nous fait 290 millions de dollars. Et comme le dirait si bien Matt Damon, You will never meet an actor who turned down more money than me. Récemment, lors d'une interview pour Avatar La Voix de l'eau, on a posé la question à James Cameron s'il envisageait que Matt Damon joue dans un prochain film Avatar, et il a répondu Must do it. We have to do it so that the world is in equilibrium again. But he doesn't get 10% for fuck that. Pour revenir à Sam Worthington, comme je vous disais, James Cameron ne considérait pas que le rôle de Jake Sully devait être incarné par une grande star du cinéma américain. C'est pourquoi James Cameron se tourna vers Sam Worthington, qui lui n'était pas connu aux États-Unis, mais il était bien dans son pays d'origine,
L'Australie. À cette époque de sa vie, Sam Worthington était un peu dans une crise existentielle. Il n'aimait pas ce qu'il voyait dans le miroir, c'est pourquoi il vendit son miroir et le reste de ses biens matériels pour partir aux États-Unis et y vivre dans sa voiture. Quelques semaines plus tard, il recevra un appel pour un casting d'un film tenu top secret dont on ne veut lui dire ni le titre du film, ni le réalisateur. Tant bien que mal pour quand même pouvoir vivre, il décide d'aller à ce casting, mais étant saoulé car on ne lui dit rien, il fait un peu n'importe quoi. Il ne lit pas correctement ses répliques, il machin chewing-gum devant la caméra, bref, le mec en a plus rien à foutre. Mais apparemment son attitude provocatrice séduira James Cameron et l'appellera pour déjà lui en dire un peu plus sur le film, mais surtout lui proposer de venir à Los Angeles passer d'autres auditions. Et de nombreuses auditions plus tard, il obtiendra bel et bien le rôle de Jake Sully, à votre grande surprise. Et ce qui était assez drôle, c'est que le producteur John Lando a dû essayer de l'appeler à plusieurs reprises pendant plusieurs jours pour lui annoncer la bonne nouvelle. Car pendant ce temps, Sam Worthington était quelque part, tranquille au sommet d'une montagne, son téléphone. Bah bravo, il était à ça de nous faire une Matt Damon celui-là. Pour conclure cette vidéo, rappelez-vous que je vous ai dit que Sam Worthington est australien. Il avait d'ailleurs un accent australien fort prononcé. Il a même avoué avoir eu du mal à apprendre l'accent américain pour son rôle de Jake Sully. Et qu'il était en fait plus facile d'apprendre la langue Navi selon lui. Mais du coup, Kam lo uvif tang anga varnome